Mascal Square, la place de la Croix, à Addis Abeba, 5 heures du matin. C'est là que le colonel Mengistu, il y a quelques années, convoquait le peuple éthiopien pour la glorification du régime marxiste-léniniste. Ce lieu de la dictature est devenu aujourd'hui un lieu de liberté, où le corps s'exprime. Hommes, femmes, sportifs amateurs et athlètes professionnels, ils courent sans but, mais dans les pas de l'un d'entre eux, devenu leur modèle, Haïlé Gebrselassie, qui lui aussi foulait les gradins de la place de la Croix avant son ascension vers la gloire. Courir, c'est le retour à l'originel, à la puissance originelle. Un acte naturel, sans règles ni accessoires. Et en suivant Haïlé, ils ont découvert que l'effort physique est aussi l'un des chemins de la connaissance de soi. Haïlé, lui, s'entraîne sur les sommets du mont Ntoto, à plus de 3000 mètres d'altitude, où il croise la route des pèlerins qui se rendent pour les fêtes de Carême au monastère orthodoxe d'Addis Abeba. Haïlé n'est pas le chef de l'équipe d'athlétisme éthiopienne. Il en est l'âme, l'énergie, l'esprit, comme l'a été en son propre temps Abebe Bikila, celui qui a ouvert la voie à tous les autres. Dasfetola, il a gagné le bronze sur le marathon. Et voilà Kenenisa Bekele. C'est un de nos grands athlètes. Ça fait 2 ans de suite qu'il est double champion de cross-country. Et maintenant, il se prépare pour la piste. Et il n'a que 20 ans. Ça fait 10 ans de moins que moi. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans déjà. Eh oui, 30 ans. Non, il devrait avoir plus, hein. Non, il a 30. Je pense plus, hein. Non, sur papier, oui, 30. En réalité, je pense que c'est plus, hein. Il a l'air d'avoir... Je pense aussi. Il a l'air d'avoir beaucoup plus que toi. Il a l'air d'avoir plus que moi. Beaucoup plus. Ça veut dire? C'est pas 30 ans. Donc, combien de moyenne? Un peu plus. Il a l'air d'avoir 10 ans de plus que toi. 10 ans de plus. Moi, j'ai 28 ans. Donc, il devrait avoir, à mon avis, il devrait avoir, aller 33, 34 ans. Pas 30 ans, hein. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Haïlé, hein. Ah oui? Ah, j'ai beaucoup d'estime. Tu disais que c'est un vrai grand professionnel? Ah oui, très grand professionnel. En 1996, aux Jeux d'Atlanta, Haïlé Gebrselassie remporte sa première médaille d'or olympique devant son rival et ami, le Kenyan Paul Tergat. Et dans la dernière ligne droite, tous deux retrouvent les gestes des hommes d'autrefois, quand l'un était chasseur et l'autre chassé. Quatre ans plus tard, au jeu de Sydney, cette fois c'est Paul Tergat qui s'est échappé et c'est Haïlé le chasseur. Après 9 km 800 et 25 minutes de combat, ils sont au coude à coude et la victoire tient à un souffle. Moi j'ai beaucoup d'estime pour Haïlé, vraiment, je l'adore vraiment, hein. Et là, Haïlé, tu la connais bien? Ouais, pas trop, mais ça va, ouais. À travers son mari, parce que son mari, que je connais très très bien. Son mari, c'est un ami à moi et c'est un ami à mon manager. Bon, on se connaît, hein. Sa femme, elle me fait un autographe pour moi et pour ma petite sœur. Donc c'était très sympa. C'est une grande championne aussi, hein. Ça c'est l'élite, hein. Heike Drexler avait 18 ans quand elle a été championne du monde pour la première fois en 1983. Au jeu de Sydney, elle a 35 ans et elle est toujours au sommet. La carrière d'Heike est la plus belle, la plus longue, la plus extraordinaire d'entre toutes. Parce qu'elle est l'athlète la plus titrée, parce qu'elle est une femme d'exception, mais aussi parce que son parcours s'inscrit dans les bouleversements de son pays, jusqu'à en faire un destin emblématique de l'histoire de l'Allemagne dans la fin du XXe siècle. Toutes ces années ont valu la peine. Oui, c'est très dur pour moi, the last competition. La dernière compétition. Et maintenant, j'ai gagné. C'est beau. C'est beau pour elle et pour ses enfants. Hein. Parce que surtout, ses enfants, ils ont de la chance d'avoir une maman championne olympique.
Ouais, j'espère aussi pour moi, Inch'Allah, qu'un jour, Inch'Allah, mes fils et mes filles, ou alors papa champion olympique, Inch'Allah. Le soir tombe en Australie et à l'autre bout du monde, le jour se lève sur Casablanca. La grande mosquée Hassan II est déserte et personne ne vient flâner sur l'esplanade. Ce matin, Hicham, l'enfant du pays, va se lancer sur la course de sa vie et sur sa distance préférée, le 1500 mètres. Il en est le favori et surtout il détient le record du monde. Alors personne ne veut voir que le ciel de l'Atlantique s'est soudainement assombri. C'est l'heure de la consécration pour Hicham, loin devant les autres compte tenu de ses performances de l'année. الفرصة تحية لأتلانتا في الدورة التالية والجهد ديال جبر هشام ديروج حيكمل جوج مغاربة جوج كينيان وفرنساوي ميدي البالا Hicham qui semble invincible, il va suivre sa tactique habituelle, mener un train d'enfer et étouffer ses adversaires. Ça y est. هو دورة جوج 3 متر 5 متر سواء باقي يا هشام ما صابش شوط كينيان كينيان Hicham est peut-être battu. Ah, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Hicham El Guerrouch est battu. Oh là 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 là. C'était le moment le plus difficile de ma vie, quand j'étais assis de Sartha. Et dans le sprint, là, tu pouvais rien faire. Ouais. Quand il passe là, tu peux rien faire. Et tu sais. J'avais plus d'énergie. Hicham, tout d'abord, mille merci de venir nous rejoindre. Je sais que c'est un double sentiment pour vous ce soir. Merci à toi, M. Nelson. Donc, je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Malheureusement, je suis déçu. Je suis déçu de cette médaille. Et donc, je félicite Nian. C'est ça le sport, on ne peut rien faire. Donc, un jour on est bien, un jour on est fatigué. Donc, malheureusement, je veux dédier ma victoire à tous les Marocains, à tout le peuple qui m'attend. Et j'avais beaucoup de pression, beaucoup de monde qui m'attend. Donc, je pense mais Hicham, mais ils vont être heureux quand même. C'est quand même une médaille d'argent olympique. Il va être heureux, bien sûr, mais ils sont habitués avec l'or, avec Hicham. Malheureusement, aujourd'hui, j'étais pas dans le grand jour, mais j'espère que les années prochaines, Inch'Allah, l'année prochaine, je prouve au monde entier que je suis toujours le meilleur. Tu es déjà en train de reprendre le... C'est difficile, hein. Oui, mais déjà quand même, hein. Tu repars déjà là. Là, dans ce que tu dis là, tu es déjà en train de repartir. Ouais. C'est bien. L'amour, le sport, c'est un défi. Hein. Il faut prouver. Ça, on est des êtres humains. Donc, un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. Donc, et le jour qu'on n'est pas bien, donc il faut recharger les batteries pour de nouveau. Vous savez combien vous appréciez la télévision française et on souhaite vous dire beaucoup de choses pour vous et pour le Maroc ce soir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je dis à tous les Marocains, je remercie mon public, je remercie le roi Mohamed VI qui m'a vraiment encouragé. Et je remercie beaucoup ma mère qui a resté toujours fidèle. Et je remercie beaucoup ma famille. Merci à tous. Tout à l'heure, les baisers, c'était pour ta fiancée et ta petite sœur. Hein? Les larmes, elles sont pour qui là? Pour moi. Pour toi? Pour Haïlé, ça ne fait pas de doute. Son enfance a été la période la plus dure de sa vie. Ce sont des tragédies comme la famine et les guerres à répétition qui frappent alors l'Éthiopie. L'école était éloignée d'une dizaine de kilomètres de la hutte familiale, alors il fallait y aller en courant, pieds nus, livre d'école sous le bras. Souvent en retard, Haïlé se faisait gronder par le maître. Et c'est toujours pareil là-bas? Oui, toujours. Ça n'a pas beaucoup changé. Je veux dire, ces épreuves dans votre enfance vous ont renforcé? Absolument. C'était une lutte permanente contre la nature, contre les conditions de vie. Mais parfois, je pense que ce qui a fait de moi un grand athlète, ce sont justement ces épreuves. Haïlé devait également rentrer au pas de course. Jusqu'au champ où son père travaillait, elle attendait pour mener les ânes au puits. Courir faisait partie de la vie, et vivre, c'était courir. Pour son entraîneur, Haïlé sera toujours cet adolescent qui courait avec son bras droit replié contre son corps.
Il faudra des mois à Haile pour oublier ce geste et lâcher ce bras qui gardait la mémoire des livres d'école. C'est la mort de sa mère quand il avait 12 ans qui a poussé Haile à se rebeller contre le sort. Il lui faut quitter cette terre natale et filer vers la capitale de son pays, d'où de jeunes Éthiopiens sont partis un jour pour y revenir en héros. Abebe Bikila fut le premier athlète africain de tous les temps à remporter médaille d'or aux Olympiades. C'était à Rome pendant l'été 60, où Bikila avait gagné le marathon, en courant pieds nus. Et à 20 ans, Haile Gebrselassie est champion du monde, au terme d'une course mémorable, au cours de laquelle il a déchaussé son principal adversaire, le Kenyan Moses Tanui. Oh, il a levé la main. Il va pas le faire tomber. Oh, qu'est-ce qu'il a shooté? Oh, c'est peut-être l'image de champion. On peut le revoir? Il a enlevé sa chaussure. Il l'a perdu. Mais c'est pas vrai. Les coureurs viennent de se toucher involontairement et la jambe gauche de Haile a heurté le pied du Kenyan, faisant pivoter la chaussure de celui-ci. Votre favori Il est parti peut-être. a été surpris. Un peu trop vite peut-être. Il a perdu sa chaussure, mais il va peut-être gagner. Ça m'a fait un choc. Et puis il s'est mis à crier. Il criait sur la piste. Oui, je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Moses Tanui jette toutes ses forces dans la dernière ligne droite. Il espère que le petit Éthiopien n'osera pas l'attaquer. On n'attaque pas un coureur déchaussé. Je n'ai pu reprendre le contrôle de moi-même que sur les 150 derniers mètres. Et je me suis mis à sprinter. Il va passer à la corde. Il n'a plus. Oh oui, il passe à la corde. C'est terrible. Oh là 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 là. C'est terrible. Oh non, 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 pitié, ne sifflez pas. Ne sifflez surtout pas, messieurs, vraiment. Vous ne comprenez rien. Vous avez été un public admirable. Vous ne sifflez pas, Gebrselassie. Vous comprenez qu'il soit mis en colère? Oui, il était en colère. Vous le comprenez? Je comprends. J'ai essayé de lui parler, qu'on puisse s'expliquer. Mais il se sentait tellement offensé. Vous savez que la chaussure est maintenant au musée de Nairobi? Non, je ne sais pas. Non, je plaisante. Je ne sais pas où elle est, cette chaussure. Retour sur la finale de Sydney, entre toutes, la préférée de Haile. Qui va lancer le sprint. À moins que Gebré tente sa chance. Voilà Gebré qui va à hauteur de courir maintenant alors que Tergat est enfermé à la corde par Mesgebou. Voilà Tergat, c'est qui. Vous voyez ce qu'on a fait avec Assefa. C'est une course d'équipe, tactique. On a essayé d'enfermer Tergat. Mais Tergat, il a compris ce qu'on allait faire. Et à 200 mètres de l'arrivée, il a contre-attaqué. Tergat, c'est qui s'est décalé. Tergat qui a compris que c'était le danger mortel et qui vient l'attaquer maintenant, c'est prévu. Paul Tergat qui lance le sprint. That's great shot. Yeah. It's beautiful. Beautiful. Gebrselassie comme à l'arrivée d'un 200 mètres. Oh, quel jour, quel finish. Paul Tergat va faire tomber un monument. Paul Tergat toujours. Paul Tergat, quelle bataille. Incroyable Gebré. Oh là là là. À cet instant, personne ne peut dire qui va gagner. Non, personne. Là, on croit encore que c'est Tergat. Mais c'est moi. C'est vous, je confirme. C'est quelqu'un de bien, Tergat. Ah oui. Vous ne savez pas à quel point. Je suis triste pour lui parce qu'il n'a jamais pu gagner les Jeux Olympiques. C'est pas mal d'être deuxième. Vous êtes triste pour lui. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je représente mon pays. Et en plus, je vais gagner pour moi-même. À votre avis, quelle différence y a-t-il entre vous et les autres? Pourquoi c'est vous le plus fort? C'est le mental? C'est tout ensemble? C'est forcément un ensemble.
Tout d'abord, il faut avoir du talent. Et puis, travailler dur. Quand je parle de travail, la préparation doit être autant mentale que physique. Et en plus, il faut croire à son destin. Il faut avoir une détermination très forte dans son esprit et dans son corps. Il faut vouloir à tout prix devenir champion du monde, même champion olympique. Et si tu as tout ça, c'est pas vraiment un problème d'y arriver. Les athlètes éthiopiens aiment le travail de groupe. Il leur est indispensable. Et c'est dans cette cohésion, dans ce partage, que chacun pourra forger au mieux son destin individuel. Sous la surveillance et les conseils du docteur Kostré, le vénérable entraîneur de l'équipe d'athlétisme. C'est lui, lorsqu'il parcourait les provinces à la recherche de nouveaux talents, qui a décelé chez Haile toutes ses qualités et l'a fait venir à Addis Abeba sous sa protection. Je prends des notes chaque jour. Encore. Le samedi qui suit est pour Haile un grand jour qui verra l'inauguration de sa dernière création, une salle de spectacle polyvalente, la première salle privée en Éthiopie. Un programme adapté, une bonne nutrition et de la récupération. C'est ça le plus important pour les athlètes. Mais il faut avoir aussi un vrai talent, un talent particulier. Bien sûr, c'est à nous de le détecter. Et c'est votre rôle? Bien sûr, bien sûr. Et comment faites-vous alors? Je le sens, je le ressens, je le vois. Quand j'observe un coureur, je sais s'il y arrivera ou pas. Et là, il faut le faire travailler, l'entraîner. Et si on s'y met ensemble, il deviendra quelqu'un. La valeur n'attend pas le nombre des années, la preuve, ses enfants ont 3 ans. L'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, a certainement été championne toute catégorie de la détection des talents. Le sport en RDA dans les années 70, c'est le principal instrument de propagande et la seule vitrine offerte au monde occidental. C'est à la fois une religion et une affaire d'État. Sport frei, sport libre, formule magique, sèche comme un coup de trick, qui ouvre toute séance d'éducation physique de la maternelle à l'usine, en passant par le lycée où nous sommes. Le lycée, base de recherche numéro 1 du futur champion. Les meilleurs, immédiatement repérés, partiront pour des écoles de sport spécialisées. Au club, on y va l'après-midi, après les cours qui se terminent tôt. La plupart du temps, il s'agit d'associations sportives gérées et financées par des firmes ou des usines. Pour la somme invraisemblable de 40 centimes par mois, peut s'y rendre qui veut. Mais lorsqu'on y est, pas question de se la couler douce.
C'était peut-être plus facile pour moi, parce que j'adore le sport. Et on avait toutes les chances en RDA de faire du sport professionnel. On avait des bons entraîneurs, ils prenaient soin de nous. C'était facile, c'était confortable. J'ai saisi cette chance. Mais c'est venu de moi. C'est moi qui l'ai voulu. Ma mère m'a regardé faire et m'a dit « Si c'est ça que tu veux, vas-y, fais-le. » Elle ne m'a pas poussée. Ta mère ne t'a pas influencé? Non, jamais. Et personne d'autre dans ta famille? Non, personne. J'étais bien dans mon corps. Mais j'étais pas prête, là. Le mental n'était pas prêt? Oui, je n'étais pas épanouie. J'étais très renfermée sur moi-même, en permanence. Je ne croyais pas en moi. Un manque de confiance? Oui. Et c'est ton coach qui... Il m'a donné le sentiment que j'étais quelqu'un. Et puis, avec les premières victoires, j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'aimaient. Enfin, c'est ce que je pensais. À 16 ans, Heike gagne son premier concours. L'adolescente introvertie et complexée vient de découvrir un sentiment plein, joyeux, essentiel. Le plaisir de la victoire. 2 ans après, elle est championne du monde. Heike nous emmène dans la province où elle a grandi, la Thuringe, près de la frontière tchèque. Je pense que le sport a été essentiel pour ma personnalité. Il m'a fait grandir et devenir celle que je suis. Et maintenant, nous voici à... À Guérin. C'est ma maison, ma vraie maison. Je suis née ici. Ma maison, oui. Ta maison? Maman. Maman. Your mother's house, ok? Yeah. L'appartement de maman. C'est haut, pas d'ascenseur. Eh non. Bonjour. Bonjour. Erika Daute, la mère d'Heike, a traversé les mêmes événements que des millions d'autres femmes allemandes, et c'est plutôt une sombre histoire. Née dans les années triomphantes du national-socialisme, elle a grandi sous les bombes que les aviateurs du monde entier ont déversées sur son pays, afin d'y enfouir à jamais l'esprit du mal. Et puis on a décidé de couper ce pays maudit en 2 parties, afin de l'affaiblir pour longtemps, comme un homme à qui l'on retirerait ses articulations. Ta mère a toujours vécu ici? Non, non. Elle est née à Manningen. C'est en Thuringe aussi. Et c'est là, sur la frontière dessinée entre ces 2 républiques allemandes, la fédérale et la démocratique, que le monde s'est séparé en 2 blocs, les capitalistes contre les communistes, chacun des 2 sûr d'incarner le bien contre l'autre, qui représentait les forces du mal. Et l'on n'a pas laissé le choix au peuple, selon qu'on habitait à l'est ou à l'ouest de ce rideau de fer,
Il fallait épouser les idées imposées par ceux qui gouvernaient la terre où vous étiez né. Et en même temps qu'elle était heureuse pour sa fille, est-ce qu'il y avait un plaisir ou une fierté aussi pour le pays? Bien sûr. Elle a été une championne de la RDA et elle bénéficiait donc des subventions de l'État. À la réunification, ces subventions se sont arrêtées et elle a continué et réussi toute seule. La volonté chez elle de devenir quelqu'un d'exceptionnel a toujours été là. Je trouve ça superbe. Superbe. Avec l'accent de Thuringe. Dernière question, aujourd'hui elle a toujours la même fierté pour sa fille. Est-ce qu'elle a la même fierté pour la Nouvelle-Allemagne? Oui. Qu'il y ait maintenant de nouveaux sportifs qui viennent d'ici, notre ancienne RDA, nous remplit tous de fierté. Ça rend fiers, nous les gens de Thuringe. Nos cœurs battent avec Heike, et même si elle s'est installée à Karlsruhe, dans son nouveau club, elle fait toujours partie de la Thuringe. Visite guidée au grand stade de Gera, aujourd'hui en pleine rénovation. Pour Heike, c'est là que tout a commencé. Ça, c'est pour la planche d'appel. La planche, c'est 20 cm et ça, c'est la marque. La marque. Là, du trou de neuf. Oui. C'est là le sautoir, là où on prend l'impulsion. Close-up, you know. Oui. Yes, it's everything. I practice that now. 23 years. Il y a 23 ans que je saute en longueur et c'est toujours aussi difficile de trouver la planche d'appel. Tu as fait des compétitions ici? Oui. Kreisspartagiade. Spartagiade from the region. Moi aussi, je l'ai faite. Quand elle était jeune, elle aussi, oui. Elle a fait de l'athlétisme aussi. Oui, oui. 100 longueur, 100 mètres. Et quoi d'autre encore? 100 en hauteur, 100 mètres, 100 en longueur. Et c'était une bonne athlète. Elle a eu 5 médailles. On parle souvent de ces familles que le rideau de fer a séparées, jamais de ceux que la chute du mur a finalement éloignés les uns des autres. Erika Daute ne reniera jamais les valeurs ni les idées de son ancien pays, la RDA. Si elle le faisait, elle prendrait le risque de faire de sa vie une illusion, comme si toutes ces années n'avaient été qu'un triste songe. Les deux femmes le savent bien, alors elles n'en parlent pas. Elles savent aussi qu'il leur faut maintenant vivre avec ce silence et cette distance que les événements du monde ont installé entre elles deux. Dans ces années-là, tu as dû aller à l'étranger pour les compétitions. Est-ce que tu as jamais pensé à t'enfuir, à quitter ton pays? Non, jamais. J'étais une privilégiée et puis j'étais très jeune. J'avais un mari, une famille. Tout allait bien. Et puis les pays étrangers, surtout les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest, m'effrayaient. Tu en avais peur? Oui, j'en avais peur. On nous apprenait à les craindre, les étrangers. À l'école, on nous disait que les pays capitalistes étaient nos ennemis et qu'ils étaient néfastes à leur propre peuple, à cause du chômage et de tout le reste. Et pourtant, le mur se lézarde, avant de se fracasser pour de bon. Il est temps alors pour ces peuples massés de chaque côté, étrangers l'un à l'autre, de faire enfin connaissance. Huit jours exactement avant cet événement retentissant, à Heike nous tombons d'un petit garçon, Tony. Tu étais en Allemagne de l'Est ce jour-là? À quel endroit? J'ai assisté à tout cela depuis Iéna. Je regardais la télévision.
Ça me paraissait tellement loin. Je voyais ces images et je ne pouvais pas y croire. Et puis j'étais si occupée avec mon bébé, à le nourrir toutes les 4 heures. Et puis j'avais peur pour mon avenir. Yougoslavie, l'été suivant. Split, la dernière compétition dans ce beau costume. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait, mais on a eu une belle entente avec l'équipe de l'Ouest. À la fin de la compétition, on a fait un tour d'honneur dans le stade. Mais c'est le début du grand déballage. Les sportifs sont en première ligne pour les règlements de compte, avec les révélations sur les méthodes de fabrication des champions et le dopage comme une institution d'État. Cette vague de dénonciation et de suspicion efface tout sur son passage, y compris la réelle valeur des athlètes incriminés, ainsi que leurs résultats, entachés par ces accusations. C'était dur de revenir après la maternité. Est-ce que quand on sait que peut-être les produits que les entraîneurs ou les médecins donnaient aux athlètes sans les informer des dangers, est-ce qu'aujourd'hui, Heike n'a pas des ressentiments contre ces gens qui peuvent blessé? C'est comme un viol. Bien sûr, on ne se sent pas bien quand on ne sait pas ce qui vous a été donné comme produit. Et je me pose souvent cette question. Est-ce que j'ai été endommagée, abîmée, ou est-ce que j'ai ressenti des changements quelconques dans mon corps pendant toute cette période? Ce sont des questions qui n'ont pas trouvé leur réponse. Mais je pense aussi que nous avons tous vécu dans ce système. Ce système ne justifie pas bien sûr qu'on donne des produits dopants. C'est clair et je le condamne. Mais comme je l'ai dit, je ne sais toujours pas ce qu'on m'a fait exactement. Mais je crois que je n'ai pas gardé de la haine pour ces docteurs. Eux, tous et nous avons vécu dans un même système. Et je crois qu'il faut le voir comme un tout. Mais c'est vrai que c'est terrible. C'est vraiment terrible. La suspicion et les accusations sont telles sur les athlètes de la RDA que les uns après les autres, ils lâchent prise et abandonnent la compétition. Il n'en reste bientôt qu'une. La seule réponse d'Heike aux turpitudes de sa patrie est allée au grand jour, c'est l'acharnement au travail. Ça, personne ne pourra le lui retirer. Et elle veut prouver qu'elle peut aussi gagner seule, par elle-même, sans le soutien de tout un système. Le grand rendez-vous a lieu sur le sol allemand au championnat du monde de Stuttgart, en ancienne terre étrangère. Le public est indécis, voire hostile. Heike, elle, sait qu'il suffit d'un saut, d'un seul. On va revivre ton triomphe à Stuttgart. Oui, ça a été un beau moment. C'était la première fois que j'ai senti que j'étais vraiment acceptée. Heike Drexler, Allemagne. 3 mots qui paraissaient ne pouvoir jamais s'accorder. Le public, debout, va applaudir sa championne pendant 10 minutes. Pour la nouvelle nation allemande, cette victoire d'Heike Drexler, et quelle victoire, est devenue l'un des temps forts de la réunification. Aujourd'hui, à 38 ans, Heike est toujours l'icône de l'athlétisme allemand. Et elle s'entraîne avec le même acharnement pour finir sa carrière en beauté à Paris.
C'est sur les stades du monde entier qu'Aike a fait la connaissance du Français Alain Blondel, champion d'Europe du décathlon. Blessé durement au tendon d'Achille au cours d'un entraînement, Alain a dû mettre fin à sa carrière. Alors Aike a demandé à Alain de travailler avec elle. C'est ainsi que son compagnon est devenu son entraîneur. Pas facile la vie de couple sur un stade ou dans un gymnase. Il faut accepter les tensions, les malentendus, les mauvais moments. Comme tous les spécialistes de saut, qu'il s'agisse de la longueur, de la hauteur ou de la perche, Aike a subi une opération des 2 tendons d'Achille. Passé 30 ans, les corps sont plus fragiles et les blessures plus fréquentes. قدم ولا عطي اسمي سعيد Ifrane, station climatique du Moyen Atlas, est devenue le rendez-vous de printemps de tous les coureurs de fond et de demi-fond du Maghreb. C'est là qu'on a rejoint Hicham. خالد بولامي صحة لاباس هاني الحمد لله شي مزيان بارز ان شاء الله ان شاء الله ياك كلشي مزيان كلشي بخير خالد صحة لاباس الحمد لله يلا نعم Il est vice-champion olympique. Il est vice-champion olympique à Atlanta. Tu reconnais toutes les courses? Quand tu vois une course là on sait pas où on est, on voit juste la piste. Tu sais où c'est? Tu sais quand c'est? Ça c'est la finale du championnat de Monaco. Tu les reconnais quoi, dans un virage tout, tu sais tout. Tu connais ta vie par cœur. Toutes les courses, depuis ma carrière je connais toutes les courses. Et c'est Bruxelles, 2001. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. 3-26-12, malheureusement. C'est là toujours où il arrive à faire la différence et à prendre quelques mètres. C'est beau ça. Ça te fait quoi de te voir? Il y a des courses que j'aime bien voir, surtout les grandes courses.
que j'ai réalisé 3,26, que j'ai échoué au record du monde, c'est quelque chose de... Donc, ça me donne une force, vraiment psychologiquement incroyable. Ça me donne toujours une motivation. Moi, j'arrive pas à croire que c'était moi. C'est vrai? Ouais. C'est toujours un étonnement. C'est étonnant. J'arrive pas à croire que je suis moi, Hicham. C'est vraiment impressionnant. C'est le monde. Voilà. Ça, c'est le monde. Ça me monte écran. Oui. Il y a eu un film comme ça, je crois. Ouais, avec Tom Hanks. sur l'île déserte. Ouais. Là, c'est sur une île déserte. Ah, je peux pas le dire. Atlanta en 96, les premières Olympiades d'Hicham. Et le début de la malédiction. Ça te fait quoi quand tu vois ça? Ça fait triste. Toujours? Ça va très triste. Ben oui, comment on dit, mais tout? Là, je devrais perdre mes yeux ou je devrais perdre quelque chose de mon corps. Ouais. Tu as une vraie blessure? Oui, parce qu'il y a un athlète qui devrait marcher sur toi? Ouais, il devrait marcher sur moi. Il y a le 4e qui devrait marcher sur moi, sur ma tête. Vous allez voir, regardez. Voilà. Vous voyez? Regarde. Il devrait marcher sur moi, regardez. Oh! C'est pas loin, ouais. C'était juste, hein. Heureusement qu'il n'y a personne qui m'a touché. Mais c'était vraiment un cauchemar incroyable. J'arrive pas à croire, jusqu'à maintenant. Hicham prend sa revanche au championnat du monde de Séville. De ses 85 victoires consécutives, c'est certainement la plus belle. C'est un moment de bonheur. Ouais. Hein? Pur. Très pur. C'est le national marocain que je respecte. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est moi, je fais mon sport pour ça. Pour notre nation. Hicham a grandi dans l'admiration de Noureddine Morcelli. Il s'est mis dans la foulée du champion algérien. Et un jour, il est devenu son dauphin. Ça, c'était quelque chose de spécial. Hein. C'est important pour toi, le Maghreb? Ouais. Moi, je représente. Moi, je suis un athlète. Je représente toute une nation. Je cours avec des couleurs marocaines, mais je cours aussi avec un corps arabe musulman. Ouais, il y a des milliers des Arabes et des musulmans et des Européens qui m'admirent. Donc, je vais essayer de donner la bonne image. Hicham a passé son enfance à Berkane, près de la frontière algérienne. Sa première passion a été le football. Il était le meilleur gardien de but de son quartier. Au grand désespoir de sa mère, qui le voyait rentrer sali, crotté, les vêtements déchirés, qu'il fallait alors changer ou repriser. C'est sa mère qui l'a supplié un jour de faire un sport moins coûteux. Hicham, garçon obéissant, est donc parti un matin pour le stade, pour y faire quelques tours de piste. J'aime bien mon métier. Je le fais par amour, par cœur. J'aime bien courir. Je sacrifie tout, c'est-à-dire mon temps, mon énergie, ma force mentale, physique pour cette médaille. Et je sais très bien que Dieu, Inch'Allah, sera avec moi. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la vie. C'est quoi la vie? Il n'y a pas que des victoires. Il y a aussi la défaite. Et mon tact est devenu solide, comme un soldat. Je suis capable. Je me sens, comment je peux vous expliquer? Je suis comme un puits rempli d'énergie. Ce soir, Hicham et ses compagnons s'entraînent sur 800 mètres. Ils doivent parcourir cette distance 10 fois de suite, avec des récupérations de seulement 1 minute et demie entre chaque course. Ils viennent d'attaquer la dernière, la 10e.
28, 29. Courage. 59. Une. واحد وثلاثين. صلوا. Quand on court, je trouve mon bonheur, mon plaisir. Même il fait froid, il y a de la souffrance, donc c'est génial. On est heureux maintenant, on va aller prendre une douche, on va prendre des spaghettis tranquillement, prendre un DVD. C'est magique, hein? Ah ouais? Les amis d'Hicham lui ressemblent. Il y a la Badr, le cavalier, Hakimar, la coureuse de demi-fond, Khalid, le basketteur. C'est à leur sport qu'ils doivent tous leur ascension dans l'échelle sociale. Et puis il y a Mariam, la petite princesse d'Hicham, sa sœur cadette. Elle veille sur lui autant qu'il veille sur elle. Ton point faible, c'est que tu... T'imagines? لا. Toi, comme on dirait nous, les Arabes... C'est quelle chaîne? C'est quelle chaîne, s'il vous plaît? La 2. France 2. La caméra n'existe pas, la caméra. Voilà, tout de suite, ça n'existe pas, d'abord. Donc, posez la caméra, vous m'expliquez, mesdames, messieurs. Elle a quel âge ta sœur? Ma soeur, elle a fait 10 ans le 29 janvier. 10 ans. Elle a de l'amour, hein? Ouais. Hein? Je suppose que c'est pareil avec toute la famille, non? Comment? Tous les frères, non? Tout le monde? Ouais, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, c'est la petite. Elle est bien entourée, donc... Elle a de la chance parce que maintenant, elle vit dans une ambiance pas comme la nôtre. Tu veux dire pas comme tu as connu, toi? Ouais. Ben oui. The male athlete of the year is Hicham El Guerrouj. The Moroccan Hicham El Guerrouj is the winner of 2001. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé. Je remercie ma famille. C'était où ça? C'est toi qui parles en français. En public. Je remercie tous les gens qui m'ont raté derrière moi. Et aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur d'UNICEF, bénévole au Maroc, je dédie ce trophée à tous les gens, à tous les enfants du monde, à tous les enfants du Maroc qui souffrent de la pauvreté. Merci à tous. C'est pour ça que tu as créé une association? Non, l'association j'ai créée depuis 99. Ah, c'était avant? C'était avant. Mais dans le même... dans le même sens. Dans la même pensée? Ouais, exactement. Ouais.
Et est-ce que, est-ce que de toi, tu peux dire que tu as été un enfant qui souffre? Ouais. Tu as souffert? Ouais. De ça? Le manque? La pauvreté? Alors, aujourd'hui, tu penses que c'est juste que ce que tu as reçu, tu donnes une partie aux autres? سميتك انت؟ سمع تقراو كلكم ولا؟ ونسى شنو كتقرا انت؟ سادس وانت؟ تاس وانت؟ هذا دكتور. Alhamdoulilah, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent, donc je devrais vivre avec cet argent, moi, ma famille, toute ma famille. Et moi, mon plaisir, c'est de gagner d'autres bouteilles. C'est pour marquer l'histoire, c'est de faire quelque chose pour le pays. C'est de marquer l'histoire, c'est pour laisser quelque chose aux enfants de demain, aux enfants de 4e génération. C'est possible. C'est ce que dit cette inscription en langue oromo posée près du regard d'Haïlé qui veille sur Addis Abeba. C'est possible de devenir un exemple pour les générations futures. Quand se termine la journée de travail, commence le balai des taxis collectifs. On en a emprunté un pour y faire un micro-taxi. Vous savez, il y a tant de choses à dire sur Haïlé. Mais son parcours et sa carrière parlent pour lui. Il a fait connaître notre pays. Vous savez ce qu'on a fait dans le taxi? Les gens qui ont bien voulu parler de vous ont eu la course gratuite, et ceux qui n'ont rien voulu dire ont payé leur transport. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas fait ça. Mais si, on a fait ça. Un jour, vous arrêterez la compétition, non? Bien sûr, c'est évident. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'est-ce que vous comptez faire après? Écoutez, j'ai eu la chance de voyager autour du monde. Je suis allé en Amérique, en Europe, en Asie, à travers le monde. Et quand je rentre dans mon pays, en Éthiopie, et que je compare ce qu'il y a ici avec ce que j'ai vu là-bas, je ne peux pas accepter la pauvreté dans laquelle vit mon peuple. Quand les gens parlent de l'Éthiopie, les mots qu'ils disent sont sécheresse et famine. Et jamais autre chose. Haïlé a apporté des images de victoire et d'espoir. Il est un exemple pour les générations à venir. Nous essayons d'apporter le progrès dans notre pays. Les Européens ont atteint leur niveau actuel en travaillant dur. Et pareil pour les Américains. C'est pourquoi, quand je vais arrêter la compétition, j'ai quelque chose en tête. Devenir un homme politique. C'est pas simplement pour faire de la politique. C'est pour aider les gens. Et quel est le meilleur moyen d'être accepté, d'être suivi? Haïlé Gebre Selassie est un homme merveilleux. Il fait beaucoup pour nous. Et nous, Éthiopiens, nous l'aimons tous. Vous avez parlé d'un poste de ministre, mais vous viseriez la présidence? Pourquoi pas, si c'est possible. Tout d'abord, écoutez-moi. J'ai 30 ans. Et je pense qu'il me faut encore 10 ou 15 ans avant d'être un bon politicien. C'est trop tôt encore. Oui, j'ai des choses à apprendre. Et peut-être, quand j'aurai la quarantaine, je déciderai que c'est pas ce que je dois faire. Parce que peut-être que je suis seulement un bon coureur. Vous êtes un homme d'affaires aussi. Oui, on peut dire ça. Mais si on parle d'affaires, je ne travaille pas seul. Il y a beaucoup de gens avec moi.
J'essaie d'employer beaucoup de personnes. Oui, et l'argent que vous gagnez, vous le réinvestissez, vous créez de l'emploi. Tout à fait. C'est le meilleur moyen d'aider. Et si mes victoires me rapportent encore de l'argent, je ferai comme j'ai toujours fait. Je l'investirai ici, parce que je n'ai qu'un seul pays. Je veux voir l'Éthiopie se développer comme un pays européen. Ce sera ma plus belle victoire, si ça arrive un jour. Les plus belles victoires sont celles qu'on remporte sur soi, m'a dit Haile à la sortie d'une séance d'entraînement éprouvante. Si Haile fait de la politique, il y appliquera les règles qui ont guidé sa carrière d'athlète, la rigueur et la dévotion. La première victoire à remporter, c'est sur soi-même. Il faut se défier soi-même. Vous comprenez? Et avant de pouvoir se mesurer aux autres, il faut se défier soi. Le monde entier, pour moi, Maghribi, on est tous des frères. Mais alhamdoulilah, Hicham خويا الله يكمل عليك كنتمنى ليك سير اخويا هشام سير اخويا هشام سير لو فون سير تبلي قلب لينا على السلام قروش شي اخويا راه شي هشام Je vais vous poser une question un peu idiote. Qu'est-ce qui a fait de vous la meilleure? Pourquoi vous êtes la meilleure d'entre toutes? Pour moi, la raison, elle est dans le plaisir que je retire du travail et que me procure la victoire. Et je crois que c'est un mélange de ça. J'aime tellement ce que je fais. Et gagner. J'ai découvert ce que c'était dans ma première compétition quand j'avais 16 ans. J'ai compris ce que ça représentait de gagner. Ça vous apporte quelque chose d'unique que vous voulez goûter, vivre chaque jour. C'est exaltant une victoire. Oui, c'est exaltant. Comme de se battre, se mesurer aux autres dans la compétition. On travaille toute l'année pour ça. On est de plus en plus fort. Et puis après, pouvoir montrer aux autres qui on est. J'aime ce sentiment de voler. De ne plus être sur terre, mais dans l'air. C'est la plus belle sensation. Voler, oui. Quand on est en forme, un long envol, c'est un merveilleux sentiment. Bien sûr, c'est un court moment, mais j'aime cette force, cette énergie que je trouve dans mon saut. J'adore ça. Merci de nous dire ces mots-là qui ne sont pas ceux de la douleur et de la souffrance. Bien sûr, il y a de la douleur, mais elle est peut-être nécessaire quelquefois. Mais pendant la compétition, on ne la ressent pas, la douleur. C'est après qu'elle vous rattrape. Pas quand vous volez. Non, dans ces moments-là, on est loin au-dessus d'elle. Oubliez la souffrance, volez loin au-dessus d'elle. Il y a tant de choses dans ces larmes, tant de choses que Haile, Aike et Hicham ne nous diront pas, par pudeur ou par fierté. Tous trois ont échappé à une vie tracée, où les guettaient le dénuement et le malheur. Ils ont grandi en s'y opposant parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais eux savent bien que rien n'est jamais tout à fait gagné, eux qui ne supportent pas les images de leur défaite, comme Aike, qui détourne son visage d'une photo qui la montre blessée et contrainte à l'abandon. « Ce n'est pas moi », dit-elle.
L'idéal olympique qui dit que l'essentiel est de participer n'est pas le leur. Pour eux, une seule place compte, la première. Alors la moindre défaite, le plus petit faux pas, leur donne le vertige et les bouleverse, comme si le mauvais sort qu'ils ont repoussé allait les rattraper. Alors ils courent, ils volent, toujours plus loin, toujours plus haut, comme s'il fallait s'échapper encore.